Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de la Société Santé en français. Je suis Adam Berada, conseiller en relations publiques et en communication numérique donc à la SSF et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la thématique de la durabilité des services de santé en français. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire quelques mots à propos de la Société Santé en français. Donc la SSF, comme on l'appelle entre nous, est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux qui œuvrent à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. La Société Santé en français reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non-cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, qui est présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La Société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Notre objectif à travers ces webinaires est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances et de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et favoriser l'interaction entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Pour ce webinaire, nous avons opté pour un déroulement un peu particulier. J'invite ma collègue Lise Richard donc, à nous rejoindre pour vous présenter donc, le contexte de la thématique d'aujourd'hui. Avant donc, de passer la parole à nos panélistes, que je présenterai donc par la suite. Et ensuite, nous aurons une session de questions-réponses avec le public qui est présent avec nous aujourd'hui. Bonjour Lise, je te passe la parole. Bonjour, collègues. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous voir en grand nombre ici aujourd'hui. Je voulais faire la mise en contexte de cette présentation qui va être d'un style un peu différent que les webinaires que vous êtes peut-être habitués qu'on fait à la SSF. On va le faire plutôt en style panel, où est-ce que je vais poser des questions à nos deux invités. Adam va les présenter tantôt. Je vais partager mon écran parce que je pense que la façon la plus facile de parler de ce projet-là, c'est avec notre infographie qu'on a faite, qu'on a préparée. Juste un instant. Je pense qu'on voit bien l'écran, Adam. Oui, tout à fait. Parfait. OK. Alors, ce projet ici, c'est un projet de la SSF, une initiative de la SSF au niveau d'une évaluation qu'on a voulu faire de nos activités passées qui ont été financées par Santé Canada. Dans une période, c'était tous des projets qui ont duré sur une période de 2 à 3 ans chacun dans deux différents regroupements. En 2014 à 2017, on avait un projet pan-canadien qui était une collaboration entre la SSF, les réseaux et certains autres partenaires du terrain qui mettait en œuvre un programme d'interprétation et d'accompagnement pour les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Ces projets-là se sont étalés entre 2014 à 2017. La majorité avait des projets de 2 ans, puis il y en a, je pense, trois qui se sont étendus sur une année de plus pour leur permettre d'aller un peu plus loin. L'autre regroupement de projets ou de promoteurs qu'on appelle des partenaires du terrain qui ont été évalués de par cette étude étaient des projets qu'on a financés à la SSF. Il y avait 13 projets financés de 2 ans pour la période de 21 à 23. Euh, Vraiment, qu'est-ce qu'on voulait atteindre comme objectif ici? C'est vraiment d'évaluer s'il y avait une durabilité des projets au-delà de notre période de financement. C'est sûr que c'est notre souhait en tant qu'organisme qui a une mission de voir les services de santé en français offerts sur le terrain de façon active et organisée. Notre objectif, c'est que nous, on donne un petit peu un coup de pouce pour quelques années, puis que ces projets-là puissent continuer après de par leur apprentissage et leur mise en œuvre des activités chez eux.
Alors, à la fin de tout ça, on a évalué 19 projets durant la période de 14 à 23 qui se sont passés ou qu'on a financés durant les périodes de 14 à 23 pour des périodes chacun de 2 ou 3 ans. Puis, on l'a évalué en 2025. On voulait s'assurer de laisser un peu de temps de passer parce que on sentait qu'on ne peut pas mesurer une pérennité si on fait l'évaluation immédiatement après notre financement. Alors, on a laissé un peu de temps passer. Puis, je vais vous partager ce que ça a donné. Peut-être que j'ajouterais que, surtout à partir de l'année 2021, la Société s'entend en français, quand on fait des appels de projet, on demande qu'il y ait qu'il y ait un plan de mise en œuvre sur la pérennité. Alors, et idéalement que ce plan-là soit mis en œuvre sur la longueur du projet pour assurer qu'il puisse avoir une certaine continuité. Euh, alors, j'ai déjà parlé des projets, du projet Intact. Puis en 21-23, les promoteurs agissaient sur un de deux axes, soit l'intégration des ressources humaines francophones ou l'amélioration de la santé grâce à un meilleur accès. Alors, travailler sur l'accès de façon générale. Nous avons été agréablement surpris que les résultats de l'étude démontrent que les 2 tiers des projets ont atteint une certaine pérennité ou une pérennité complète. Puis, en résumé, euh, ça donne un pourcentage de 70% de succès à ce niveau-là. Puis, l'engagement de la communauté et la collaboration avec les partenaires facilite l'atteinte des objectifs. Ça, c'est ressorti très fortement. Puis, les projets qui mesurent leur succès et qui peuvent le démontrer sont mieux équipés pour atteindre une pérennité financière. La pérennité financière facilite la pérennité capacitaire. Puis ici, je le nomme parce que quand on fait l'appel de projet puis qu'on parle de pérennité, on ne parle pas uniquement d'une pérennité financière. Il y a des projets qui ont pu continuer sans financement additionnel parce que leur projet était plus au niveau d'une pérennité capacitaire, qui veut dire euh, euh, équiper les équipes de leur organisme avec de nouvelles connaissances qu'ils vont pouvoir attribuer dans le futur avec les ressources humaines existantes, par exemple. Alors, on ne parle pas juste de pérennité financière ici. On sait que c'est toujours aidant, n'est-ce pas? Alors, on sent ici, on a demandé la question, est-ce que vos objectifs de projet ont été atteints? Alors, tout le monde a répondu oui à 50 à 100%. 4 de 50 à 75% de nos objectifs ont été atteints. Puis, il y a quand même 15 des répondants qui ont répondu qu'ils ont pu atteindre leurs objectifs à 75%. Je pense que c'est un bon succès à ce niveau ici. Les facteurs facilitants l'engagement de la communauté francophone, la collaboration avec les partenaires, l'appui reçu de la Société Santé en français, puis les facteurs limitants, les enjeux liés aux ressources financières et humaines. Puis on posera des questions par rapport à ça à nos invités tantôt. Lorsqu'on regardait la mesure d'impact, avez-vous mesuré l'impact de votre projet sur votre population cible? Il y en a 11 qui ont dit oui, 2 qui ont dit plus ou moins, puis 6 qui ont dit non, qui veut dire qu'il n'y avait pas une mesure formelle. Euh, les outils de mesure utilisés, des questionnaires, des sondages, des entretiens, des tables rondes, des témoignages, des évaluations pré-poste. Vous pouvez comprendre qu'on a posé cette question-là, puis il y a un lien à faire avec le résumé des résultats ici qui dit que ceux qui ont été mesurés étaient mieux équipés pour atteindre une pérennité financière. Alors ça, c'est une leçon importante d'apprentissage, je pense. Encore ici, les facteurs facilitant la pérennité.
Avez-vous réussi à assurer une certaine pérennité? J'ai déjà parlé du un tiers, ça fait que je ne vais pas reparler du graphique. Mais facteurs facilitant, qualité des projets et retombées positives, capacité à mesurer le succès des projets. Les facteurs limitants, un manque d'appui financier ou humain, un manque d'adhésion au projet ou de collaboration des partenaires. J'attire votre attention ici parce que pour moi, ça a été très frappant que c'est bien nommé ici dans les objectifs atteints, que les objectifs ont pu être atteints grâce à la collaboration beaucoup des partenaires, puis qu'un facteur limitant pour atteindre la pérennité a été un manque d'adhésion au projet ou de collaboration des partenaires. Alors, ça, pour nous, c'est des bons indices pour le futur quand on discute de projets futurs avec nos partenaires. J'ai parlé tantôt des différents types de pérennité possibles. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent toutes être présentes, je vais être claire là-dessus. Il y en a qui ont mis vraiment l'emphase sur une capacité financière, d'autres c'était purement capacitaire, puis il y en a qui ont pu baigner un peu dans les deux, dans les trois, excuse. Euh, aucun n'avait atteint ou n'avait visé une des 13, là, c'était au niveau informationnel. C'était soit capacitaire ou financier. Alors, je pense qu'il reste peut-être quelques minutes pour des questions. Adam, je te fie sur toi, je me fie sur toi là-dessus. Je vais arrêter mon partage, puis je pourrai répondre à ces questions-là si on a le temps de le faire. Merci beaucoup, Lise. Alors, je ne vois pas de questions de la part de nos participants. Si vous en avez, donc, vous pourrez toujours aussi les poser dans notre dernière séance. Là, la parole vous sera donnée. Donc, moi, je propose donc de passer à la présentation de nos deux panélistes. Donc, laissez-moi juste un petit moment pour vous partager quelque chose. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Carl Stéphane Koyo, donc, qui est coordonnateur des services francophones à la Provincial Language Service Health Authority de la Colombie-Britannique, et Madame Jennifer O'Neill, donc, qui est conseillère, pardon, physiothérapeute et professeure adjointe à la Faculté des sciences de la santé, donc, de l'Université d'Ottawa. Une petite présentation. Donc, commençons donc par Monsieur Carl Stéphane Coyo, donc, comme on l'a dit, qui est coordonnateur des services francophones à la Provincial Health Service Authority en Colombie-Britannique. Il œuvre à améliorer l'accès à des soins de santé sécuritaires de qualité en français, notamment par le développement de services adaptés, la mobilisation des partenaires et la mise en œuvre d'initiatives à l'échelle provinciale. Il pilote actuellement plusieurs projets visant à mieux intégrer les besoins linguistiques des patients dans les systèmes de santé, dont le programme Café de Paris et le projet Patient Language Equity. Donc, bonjour Karl et merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on n'entend pas. Il faudrait peut-être activer le micro. Pardon. Voilà. Bonjour Adam et Et bonjour à toutes et à tous. il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, du côté donc de Jennifer, elle est donc, comme on l'a dit, physiothérapeute et professeure adjointe à la Faculté des sciences de la santé, École des sciences de la réadaptation de l'Université d'Ottawa. Elle est également chercheuse affiliée et membre du centre collaborateur de l'OMS à l'Institut de recherche Bruyère. Ces recherches visent à améliorer l'accès aux services de réadaptation en étudiant le mode de prestation de ces services, notamment la téléréadaptation. En tant que jeune chercheuse, elle étudie les liens entre l'équité en matière de santé, l'accès aux soins et les services de télésanté pour les groupes méritant une attention particulière. Dans le cadre d'une approche communautaire, ses travaux se concentrent sur le renforcement des capacités et la mise en œuvre de la santé numérique, notamment un programme de télésanté de prévention des chutes destiné aux communautés francophones en situation minoritaire. Bonjour Jennifer, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci à la SSF de nous avoir aujourd'hui. D'accord. Alors maintenant, je repasse donc la parole à ma collègue Lise Richard qui va se charger donc d'animer la prochaine donc partie de ce webinaire et je reviens après cette période-là pour la période questions-réponses. Merci beaucoup, Adam. J'ai vu qu'il y avait une question dans le clavardage. Si vous permettez, on pourrait y revenir Bien sûr. dans le panel, puis par rapport à cette question-là, il y aura une période de questions-réponses. Puis,
c'est ça. Merci beaucoup pour la question. Bonjour Jennifer et Carl, ça me fait grand plaisir de vous revoir. On était beaucoup en contact durant la période de votre projet. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de voir comment les choses ont avancé. Alors, comme je l'ai mentionné au début de la rencontre, ceci, ça va être plus une discussion il ne devrait pas avoir de surprise pour vous. On a eu quelques échanges, vous connaissez bien vos avancements. Alors, je veux vraiment que ce soit une discussion puis qu'on puisse jaser ensemble sur vos résultats et surtout sur comment s'est passé pour vous la question de la pérennité à moyen ou à long terme, là. Quand on parle de pérennité, chez nous, c'est sûr qu'on ne parle pas nécessairement de, c'est pour 100 ans, là. Ça serait le fun, mais qu'il y a une certaine pérennité, que les choses avancent, que vous gardez le projet aussi longtemps que ça sert chez vous votre communauté. Alors, pour commencer, j'aimerais vous entendre je pense que ça serait important pour nos présentateurs, présentatrices, que vous puissiez, chacun à votre tour, peut-être en commençant, je vais aller avec qui je vois le premier sur mon écran, peut-être en commençant avec Jennifer, prendre peut-être un moment d'ascenseur d'environ 3 minutes là, pour parler de la mise en contexte de votre projet, pourquoi vous avez appliqué, puis qu'est-ce que vous vouliez atteindre avec ce projet-là, puis un peu la nature des partenariats. Ça serait très apprécié. Parfait. Merci Lise. Bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Puis vraiment de partager notre beau projet qui part depuis, je vais peut-être faire un ascenseur qui part d'un peu plus loin, en fait, pour pouvoir après ça parler du futur. Je pense que c'est important de reconnaître les 10, les 10 années et plus de travail qui a été fait avant même le projet de 2021 à 2023. Donc, je pense que c'est important de reconnaître tout le travail qui a été fait dans le développement de notre programme de télésanté, de prévention des chutes, pour améliorer l'accès dans les communautés francophones vivant en situation minoritaire. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une mentor exceptionnelle, Dr. Jacinthe Savard, qui a fait justement tout ce développement-là et les études sur l'efficacité du programme avant même de penser à l'implantation plus large et l'évaluation de l'implantation. Évidemment, toujours en tête la pérennité et l'accès aux soins et services de santé des francophones. Donc, je pense que ça, c'est un premier début. Puis ensuite, le projet de 2021 à 2023 était un projet qui nous a permis de prendre le programme de prévention des chutes via Télésanté qui s'appelle Marche vers le futur et de l'implanter et d'aller évaluer l'implantation dans plusieurs provinces canadiennes, dans plusieurs milieux francophones et acadiens en situation minoritaire avec un cadre conceptuel très précis pour aller voir justement quelles sont les stratégies d'implantation qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas pour pouvoir améliorer cet accès, en gros, là, au programme de prévention des chutes. Euh, L'implantation face au projet de la SSF nous a vraiment permis de cadrer les stratégies face à l'adoption du projet, la mise en œuvre du projet et la pérennité du projet. On a vraiment divisé en trois grandes parties parce que ce qu'on voit dans les études, c'est qu'on voit souvent l'implantation est mise dans un groupe ou un cadre sans faire une différence de comment aller chercher les communautés en premier. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, comment implanter et soutenir l'implantation et s'assurer que les gens ils se sentent à l'aise à implanter dans leur communauté. Et ensuite, la pérennité. Et selon nous, on ne pouvait pas aller voir juste l'implantation ou la pérennité sans aller voir au tout début là, comment aller chercher les gens en premier. Donc, ce projet-là nous a vraiment aidé à déterminer plusieurs stratégies que je pense qu'on va approfondir tantôt, mais, euh, mais en fait, ça nous a vraiment donné un cadre pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'implantation avant même de penser à la pérennité. Euh, Puis là, on a fait beaucoup de choses depuis tant, mais je pense que c'est mon 3 minutes. Je vais passer la parole à Carl.
Merci, Jennifer. À toi la parole, Carl. Car tu es en sourdine. Tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Pardon, décidément. Merci, merci Jennifer et merci Lise. Merci pour nous donner l'opportunité de parler de ces projets parce qu'effectivement, quand on démarre un projet, on a tous le besoin de s'assurer que les projets vont arriver à terme et c'est essentiel de pouvoir partager nos expériences. Alors, le projet l'un des projets dont je vais vous parler, c'est essentiellement le Café de Paris. Les Cafés de Paris, c'est un projet qui est né, alors, je vais parler sous le contrôle de Lise aussi, en 19, il a 20 ans. Il a 20 ans, donc il est né au Nouveau-Brunswick et c'est un projet qui, petit à petit, fort de son succès, s'est propagé de province à province. On en a hérité ici donc au début des années 2000, un petit peu avant 2020. Donc un projet, je ne sais pas si tout le monde le connaît ici dans la salle, mais c'est un projet qui consiste à euh, monter en capacité linguistique le système de santé, c'est-à-dire donner l'opportunité au personnel de santé de pratiquer le français quand ils ont une base de français et d'être plus à l'aise pour pouvoir pratiquer une des choses les plus importantes pour nous dans nos métiers, l'offre active, c'est-à-dire spontanément proposer aux patients de parler en français. Donc, on rentrera un petit peu dans le détail tout à l'heure, voir les spécificités, parce que ça fait partie des clés du succès de ce projet. Mais le projet, il a évolué dans le temps, dans son format. Et là, il y a des choses à dire sur ce qui a permis au projet de se développer et de devenir un véritable succès. Mais je pense que c'était l'une des raisons pour laquelle le projet a été retenu et pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est que c'est un projet qui a, on peut dire, un beau succès aujourd'hui. On donnera des chiffres, on donnera des éléments pour étayer ça tout à l'heure, mais qui a failli mourir. Et c'est le cas de beaucoup de projets. Évidemment, l'aide de Lise, l'aide de toute l'équipe de santé en français, de la société santé en français a été très important, mais on va en parler plein de fois. L'adhésion de la préparation et l'adhésion des partenaires est absolument essentielle dans ces succès. Il y a beaucoup d'autres facteurs, donc on en parlera ensuite. Merci beaucoup, Carl. J'aimerais vous entendre, chacun de vous, puis on peut commencer par Carl cette fois-ci, dans le pratico-pratique, qu'est-ce que ça voulait dire sur le terrain d'organiser ce projet-là, mais aussi l'engagement que vous aviez besoin, là, votre public cible. Si vous pourriez parler un peu de ça, s'il vous plaît. Alors, juste pour reformuler la question, c'est qu'est-ce que ça a pris pour engager à la fois les organismes autour de nous et les participants? Oui, et la nature un peu de qu'est-ce qu'était l'engagement des participants, comme les cafés de Paris, elle un petit peu plus loin sur qu'est-ce que ça veut dire un café de Paris, par rapport à votre public cible qui étaient les professionnels de la santé ou qui sont les professionnels de la santé. Oui, quel procédé vous avez fait et quel partenaire que vous avez engagé pour pouvoir avoir un succès avec vos projets? Euh, L'une des raisons pour laquelle, donc moi je travaille au sein du service des langues de l'autorité provinciale de santé, donc on est un service qui s'attache à tout ce qui est accès, accessibilité et élimination des barrières linguistiques et culturelles. Et donc l'une des forces, l'un des succès majeurs d'un projet, c'est d'avoir les bonnes parties prenantes au projet. Et l'autorité de santé a cette opportunité de pouvoir relayer un message, de pouvoir communiquer et atteindre l'ensemble des personnels de santé, donc infirmières, médecins euh, et gestionnaires aussi, la partie administrative aussi, parce que c'est important d'avoir des gens qui savent parler le français pour gérer les dossiers. Donc on avait cette possibilité de pouvoir aller recruter, entre guillemets, des personnels de santé un peu partout dans la province, à travers toute la province. On a aussi
je fonctionne grâce au programme des affaires francophones ici en Colombie-Britannique et on parlera du financement après, mais le financement il a été assuré évidemment au démarrage par la Société Santé en français et il a été repris à la fois par le programme des affaires francophones et, et le PHSA. Donc la capacité à présenter un programme, à présenter les résultats d'un programme, à présenter tout ce qui permet de montrer le succès d'un programme, ça a été essentiel au démarrage, mais ça l'est encore aujourd'hui pour aller justement assurer cette pérennité. Euh, par rapport aux participants, donc la façon dont on a recruté les participants, j'allais dire, c'est la partie presque la plus facile. On a la chance ici en Colombie-Britannique, même si on est une province principalement anglophone, d'avoir une francophilie intense, parce qu'il y a beaucoup de programmes d'immersion, parce qu'il y a beaucoup d'écoles francophones. Et donc, on estime qu'on a environ 20, on a mesuré qu'on avait un peu plus de 20% des personnels de santé, donc infirmières, médecins, qui ont bénéficié de ces programmes, donc qui ont une base de français. Mais on a mesuré aussi qu'on a moins de 3% d'entre eux qui spontanément vont offrir des services en français. Donc, on savait qu'on avait un gap qui était très, très important et que, donc, en offrant, en designant, pardon pour l'anglicisme, les solutions qui fonctionnent, on avait une capacité importante, on avait une marge de manœuvre importante pour combler cet écart et monter en capacité. Merci beaucoup, Carl. Jennifer, de ton côté? Oui, merci, Carl. Donc, un peu comme ce que Carl vient de mentionner, euh, évidemment, le premier point était d'aller chercher les parties prenantes intéressées avec la même mission. Donc, c'est ce qu'on a vraiment réalisé aussi, c'est que s'assurer d'avoir des partenariats qui ont comme mission l'accès aux services de santé pour les personnes francophones âgées de 55 ans et plus, parce que le programme est un programme de prévention des chutes primaires via la télésanté. Donc, on voulait vraiment s'assurer que nos partenariats étaient faits prime abord avec les gens qui avaient la même mission que le programme, évidemment. Euh, donc, ensuite, on voulait aussi regarder en termes d'adoption au niveau des communautés, au niveau de la province, des communautés, mais aussi des individus. Donc, on a pensé un petit peu à s'assurer euh, que les gens francophones, d'aller vraiment chercher les gens francophones qui n'avaient pas accès. Donc, toujours en tête en premier à quel individu le projet va avoir un impact. Et après ça, quelle communauté pourrait supporter l'implantation du projet. Et après ça, dans quelle province ceci pourrait être plus périn. Donc, de cette pensée, évidemment, la SSF nous a aidé beaucoup à faire les premiers contacts avec les réseaux de santé. Puis, pour vous donner une idée, on a contacté, la première année du projet, on a contacté plus de 34 ou 35 communautés comme telles à travers du Canada. Et on a passé, j'ai passé la majorité de mon temps à développer des partenariats, à parler du projet, à éduquer face à la prévention des chutes, euh, pour s'assurer qu'on ait une confiance et une confiance entre les communautés, mais les communautés qui aient confiance en nous aussi et les acteurs du projet pour les aider à soutenir l'implantation. De ces 34 communautés, en fait, on a eu 8 communautés qui ont dit, OK, on y va, on veut implanter le programme, on embarque, c'est quoi l'étape suivante? Donc, je pense que c'est important de mentionner ça parce que, en fait, c'était 24% des communautés avec lesquelles on a parlé qui ont dit oui, on embarque. Euh, donc, je pense que c'est un des points importants à mentionner, qui n'est pas mentionné souvent, mais c'est tout ce travail-là invisible, si on veut, qui est fait avant même de trouver des bons partenaires et d'aborder une bonne confiance dans le partenariat.
Et ensuite, un autre des points clés pour cette adoption-là était, on a fait beaucoup de formations de nos partenaires communautaires. On s'est assuré que les gens en place de chaque communauté, c'était vraiment eux qui étaient pour livrer le programme et non nous d'Ottawa, pour s'assurer encore une fois cette confiance-là et cet apport communautaire pour qu'il y ait plus d'accès pour les personnes, l'individu comme tel, les personnes âgées vivant en situation minoritaire. Donc, je pense que ça, c'était deux points clés. Prendre le temps de former les partenariats, s'assurer d'avoir des bons outils de communication et comme Carl a mentionné, ces données-là pré-abord qu'on avait d'efficacité du programme étaient vraiment importantes pour avoir la confiance. Et après, évidemment, s'assurer de former les gens qui ont dit oui, on veut faire le programme, maintenant c'est quoi la suite? Donc, former les animateurs du programme pour qu'ils se sentent bien outillés à implanter. Donc, c'était le travail avant l'implantation qui était clé, selon nous, là, pour la pérennité maintenant. Merci beaucoup. Et c'est intéressant les différents modèles qu'il y a en termes des partenariats, puis l'engagement, etc., qui dépend toujours de la nature de vos projets, bien sûr. J'aurais probablement deux autres grandes questions, là, puis on verra comment que la discussion se dirige après ça, mais pour pouvoir s'en aller vers la question de la durabilité des projets après, là. Alors, je vous inviterai premièrement peut-être de nous donner un portrait de où vos projets se situent maintenant. Vos projets, les deux sont terminés à la fin 2023. Alors, il y a quand même 2 ans et demi, 3 ans depuis ça. Alors, ouais, j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, pour qu'on voit qu'est-ce qui a pu continuer et si c'est dans la même nature du projet initial, là. Merci. Jennifer, veux-tu aller avant cette fois-ci? Certainement, merci. Oui, donc évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements depuis 2021, 2021 à 2023. Pour vous donner une idée de chiffres, si on veut, on avait formé 33 animateurs dans des communautés pour être capable de livrer le programme de prévention des chutes. Qui avait été implanté à travers de 8 communautés. Et en fait, dans ces années-là, il y avait à peu près 130 personnes qui avaient complété le programme. Donc, de un, je pense que notre implantation et les données sont au niveau de la communauté, mais aussi de l'individu qui est important pour démontrer c'est quoi l'impact et pourquoi on fait ça. Euh, Maintenant, après ce projet-là, évidemment, on avait plusieurs personnes outillées, mais avec le financement, le support, on parlait de pérennité financière tantôt, mais je pense que ça, c'était un gros aspect qui a aidé justement les communautés à partir le projet dans leur milieu. Euh, Évidemment, une fois qu'il y a moins d'argent, il y a certaines communautés qui étaient pas capables financièrement de continuer. Ceci dit, je crois qu'un des gros succès est que plusieurs communautés ont décidé d'embarquer avec nous avec d'autres demandes de financement pour continuer les programmes de recherche. Donc, on a reçu du financement du CNFS national et de Santé Canada pour un projet de 2023 à 2025 pour aller évaluer l'accès plus sur une lentille d'équité en matière de santé. Donc, quelque chose de très, très, très précis parce qu'on était vraiment, on est vraiment intéressé à mieux comprendre qui n'ont pas encore accès et pourquoi que les gens n'ont pas encore accès. Donc, ça nous a permis aussi de continuer cette pérennité financière-là pour certains programmes qui a aidé aussi au maintien. Puis depuis 2025, tous les projets de recherche associés à ce programme-là comme tel ils sont terminés. Et en fait, je suis vraiment contente de dire qu'il y a au moins 4 communautés qui continuent le projet, qui ont trouvé une capacité à la fois financière, de ressources humaines, pour continuer le programme sous leur chapeau, si on veut, sur leur communauté.
Et même deux d'entre eux ont fait des demandes de financement individuel sans m'inclure. Donc, c'était parfait parce que c'est ça l'idée. Ça, c'est une vraie implantation, une vraie pérennité, selon moi. C'est de laisser aller et on continue de façon indépendante. Donc, qui était vraiment, vraiment bien à voir. Euh, donc, je pense que ça, c'était un succès dans ce sens-là pour voir que les gens, ils ont été outillés à livrer le programme, mais je pense aussi à voir qu'on est capable d'aller chercher du financement pour même continuer là, et pérenniser les programmes. Donc, je voulais partager ce point-ci parce que je suis très fière de ces communautés. Alors, voilà. Aussi, Jennifer, si je me rappelle bien aussi, un des commentaires que dans nos discussions à la fin du projet semblait être que les organismes, les 8 organismes qui ont participé, ceux qui avaient déjà des ressources humaines avec une Hmm. programmation pour faire des ateliers, puis des formations avec les personnes âgées, ont pu continuer parce qu'il y avait la capacité et les connaissances pour le faire, puis ça tombait déjà dans leur programmation. Puis, si je ne me trompe pas, ceux qui ont eu plus de difficultés, c'est ceux qui ont fait l'apprentissage, mais qui n'avaient pas de poste. Alors, ça prenait un financement pour pouvoir continuer. Voilà, oui. Puis je pense que c'est une des grosses, merci Elise d'apporter ça, c'est une des grosses, euh, en fait, trouvailles qu'on a vues, c'est vraiment ça, c'est quand on pense à aller voir quel organisme avec qui on fait un partenariat, peut-être de penser au début à cette infrastructure qui est déjà établie. Donc, les grands succès qu'on a eus, justement, c'était soit avec des partenaires qui étaient en médecine familiale, dans des cliniques déjà avec l'infrastructure ou en promotion de la santé, et aussi dans les centres de santé francophones ou les centres de santé communautaires francophones. C'était nos deux milieux où il y a eu le plus de succès en termes de pérennité. Et oui, évidemment, il y a des gens qui voulaient faire des choses dans leur centre de santé communautaire ou dans leur centre communautaire, mais pas de santé avec un réseau et une infrastructure qui était beaucoup plus difficile. Euh, oui, donc je pense que de s'assurer que les partenariats sont faits avec des centres de santé communautaires qui ont déjà l'infrastructure était vraiment clé pour nous, là. Merci de ce rappel. Merci, Jennifer. Carl, je te lance la même question. À quoi ressemble votre projet maintenant, 2, 3 ans plus tard? Alors, je vais faire comme Jennifer, je vais revenir un tout petit peu plus en arrière. Le projet, d'abord, il a beaucoup évolué pendant le temps du soutien et le lancement avec la Société Santé en français. Et puis, je voyais dans les commandes, dans les échanges ce matin par email avec Sandra qui disait qu'il fallait éclairer un petit peu avec Covid comment cette crise nous a impacté. Pour le coup, pour le Café de Paris, ça a été plutôt salvateur puisque ça nous a obligés à changer un petit peu de format donc les cafés de Paris sont des cours, sont des discussions, pas vraiment des cours formalisés, mais des discussions pour pouvoir redonner de la confiance au personnel de santé. C'était des cours qui étaient livrés dans des classes en physique au démarrage. Et puis, Covid nous a obligés à passer en digital. Et ça a été un facteur de succès inattendu, un peu inespéré. On a vu que du fait euh, de l'emploi du temps chargé, de la nature du travail des personnels de santé, le fait de pouvoir livrer en matinée, à midi ou le soir, ça a changé complètement les choses et ça a permis au personnel de santé d'adhérer au cours. Tout de suite après la fin du programme, on parlait d'engagement et d'adhésion, on a eu des financements de la part de PHSC, donc l'Autorité provinciale de santé, et du programme des affaires francophones. Et puis on a continué à augmenter en capacité. Donc on avait des cohortes. La façon dont ça se passe, les cafés de Paris sont des cohortes de 6 mois, et on avait des cohortes quand on a arrêté le programme, quand on a arrêté avec Société Sans Français, Réseau Santé en Colombie-Britannique. On avait des cohortes à peu près de 50 participants à chaque fois. On est passé à 80 participants à chaque cohorte. Et puis, donc ça, c'était pour la première année. Donc, un succès tout de suite après. La seconde année, on n'avait plus de financement.
Donc là, ça a été c'est une situation auquel on est souvent confronté. On a essayé de lever des fonds auprès de différents organismes et on a perdu ces financements. Donc on a eu une période de disette qui a duré quasiment un an où on a été obligé d'arrêter les cours. Et puis, on a recommencé les cours en début d'année dernière, donc le début d'année fiscale 2024. Et puis depuis, ben, on reprend petit à petit la même capacité. Donc, on a aujourd'hui des cohortes de 80 personnes où on va livrer là cette année quasiment 1000 heures je parle dans des termes un petit peu, mais on va pouvoir prodiguer ou donner 1000 heures de cours. La pérennité financière, elle n'est pas complètement assurée, mais c'est sûr que pour revenir à la première question, qu'est-ce qui a permis de mobiliser et de convaincre? C'était l'expérience qui existait dans les autres provinces. Venir avec un projet sans avoir aucune expérience, sans avoir aucun outil, c'est très très difficile. Et pour anticiper un petit peu sur l'aspect financement, je pense que une des approches qu'on pourrait avoir quand on a un nouveau projet, c'est de rechercher des petits financements en début de projet pour juste avoir la capacité de construire des données. C'est très difficile d'obtenir. Il faut se mettre toujours dans les chaussures d'un bailleur de fonds. Euh, Évidemment, on a envie de donner de l'argent uniquement aux projets dont on est certain qu'ils vont pouvoir amener quelque chose. Et c'est très difficile de donner de l'argent quand on n'a pas des éléments chiffrés, des statistiques. Donc, construire ces données, ça a été, je pense, quelque chose de très déterminant pour les cafés de Paris. Bénéficier des données qui existaient dans les autres provinces pour convaincre et pour lancer le projet. Mais il y a toujours un travail à faire chaque année, année après année, et s'assurer pendant le développement du projet que l'on construit ces données avec des interviews, avec pourquoi pas pardon, j'ai les termes qui viennent en anglais, mais des brainstorming ou simplement des questionnaires, c'est absolument essentiel. Il ne faut jamais perdre ça de vue. OK. Peut-être une petite question de précision quand tu parles de 80 personnes. Est-ce que c'est toujours dans le modèle de l'apprentissage un à un avec des éducateurs? OK. Absolument, donc, oui. Ça, c'est Donc, impressionnant. Ouais. c'était cette bascule qu'il y a eu pendant Covid, c'est de pouvoir passer en virtuel et en one-to-one. Ça convient évidemment beaucoup mieux au personnel de santé. Et puis toujours, j'anticipe un petit peu, toujours les outils qui supportent le programme ont été aussi déterminants de pouvoir mettre à disposition les bons outils qui permettent de prendre rendez-vous pour pouvoir bloquer des heures. Ça aussi, ça a été déterminant, comme dans tout projet. Voilà. Pour ceux et celles qui connaissent peut-être moins les Cafés de Paris, une des grandes clés du succès des Cafés de Paris, c'est que l'apprentissage est fait selon les besoins individuels des gens, sur la longueur de temps qu'ils veulent, sur comment loin qu'ils veulent aller dans leur apprentissage, les quarts d'heure auxquels ils peuvent prendre les cours, etc. Puis c'est l'éducateur, l'éducatrice qui s'adapte aux besoins de la personne, qui est très différent qu'un cours classique de langue. Alors, puis ça a été démontré un peu partout que c'est un modèle qui fonctionne très bien. Je voudrais ajouter, Carl, je te pose une question par rapport à des choses que je me rappelle à la fin de votre projet aussi. Si je ne me trompe, il y a eu un changement de structure de gouvernance du système de santé vers la fin du projet qui semblait avoir eu une influence, d'être passé d'un nombre d'autorités de santé à un autre, me semble, dans cette même période-là. Puis est-ce que ça a eu un impact sur le financement qui a pu être disponible juste après, là? Pas sûr. Alors, je suis pas certain de ce à quoi tu fais allusion. Ce qui est sûr, c'est que l'autorité de santé en Colombie-Britannique aujourd'hui, elle est en refonte totale.
on appelle ça un review, mais on a un audit organisationnel qui existe depuis mars 2025. Mal à suivre le temps tellement c'est long. Donc, c'est plus récent que la mise en selle du projet hors SSF, comme je D'accord. l'appelle. Donc ça n'a pas impacté. Par contre, il y a un autre projet dont on pourra peut-être avoir l'occasion de parler, qui est on appelle ça Patient Language Equity Project, qui est un projet qui consiste à capturer, c'est la capture linguistique, la capture de la préférence linguistique. Et ça, c'est un projet qui est très affecté aujourd'hui effectivement par cette review, par cette réorganisation du système de santé, pour lequel, là aussi, la Société Santé en français a eu un impact, pour le coup, extrêmement positif au démarrage. Je suis pour en parler juste deux mots, et tu m'arrêtes si c'est pas le contexte, mais à l'origine, moi, je suis un marketeur, je viens du marketing, et quand je suis arrivé à ce poste, j'étais surpris de ne pas avoir suffisamment d'informations sur les populations que l'on sert, donc des données statistiques pour comprendre quels étaient leurs besoins, tout simplement leur nombre. On a un, un recensement tous les, je sais pas, 4 ou 6 ans, mais qui donne des informations qui sont très limitées, qui sont en tous les cas pas du tout corrélées à tout ce qui est santé. Et donc, il me semblait essentiel d'avoir cette information-là. Et en discutant avec l'équipe dirigeante de la Société de santé en français, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient été faites dans d'autres provinces. Et là aussi, c'est un projet qui est toujours en cours et qui est très affecté par dans le contexte dont on vient de parler, mais c'est vraiment grâce à la Société santé en français qu'on a pu là aussi présenter un projet qui tenait la route, qui était étayé par des éléments statistiques, par une expérience dans des autres juridictions. Et voilà, encore un autre exemple de contexte où là, vous travaillez en cavalier seul, Mm. sans avoir de base, c'est quasiment mission impossible. Ah, merci beaucoup, Carl. Je vous pose une petite dernière question, puis ensuite on pourra passer à la période de questions et d'échanges avec les participants et participantes avec nous ici aujourd'hui. Euh, Quand vous faites une réflexion sur la partie de votre mise en œuvre du projet qui vous incitait à vous préparer pour la pérennité, est-ce qu'il y a des leçons apprises ou des choses que vous feriez différemment ou que vous recommanderiez à d'autres de prendre en compte pour pouvoir réussir à ce niveau-là? Jennifer, tu veux y aller? J'ai vu que tu as enlevé Oui, ton... je peux aller. Je pense que ça revient un peu aux mêmes choses. Et ça, je suis sûre qu'avec un chapeau de chercheur, je vais dire les données. Mais c'est la même chose que Carl vient de dire, mais je pense que c'est vraiment, vraiment important euh, de bien prendre des données pour soutenir en pensant à soutien de la pérennité. Donc, c'est pas juste des données pour aller évaluer un projet, mais c'est plutôt des données, oui, évaluer, mais aussi démontrer que ça fonctionne afin de pouvoir demander des ressources financières, de l'infrastructure, peu importe, pour assurer la pérennité. Mais sans données, c'est beaucoup, c'est infaisable, selon moi, d'aller chercher une pérennité et les finances et l'infrastructure nécessaires. Donc, je pense que ça, c'est important. Euh, Côté équité ou côté données qui sont plus représentatives, ça aussi, c'était une des stratégies à laquelle on a pensé, mais on pensait pas que c'était pour avoir un impact aussi important. Donc, s'assurer vraiment qu'il y a des gens par exemple, pour animer le programme dans nos cas, qu'est-ce qui venait de la communauté et pour la communauté. Donc, ce sentiment d'appartenance était vraiment important pour avoir une mise en œuvre à succès, mais aussi pour la pérennité, parce que c'est des gens qui viennent de la communauté et pour la communauté. Donc, ça, c'était une autre stratégie gagnante. Ce qu'on a appris, euh, à refaire ou à ne pas refaire, première chose, c'est de prendre le temps de créer des partenariats. La partie avant était une des parties les plus importantes de notre projet. La création de cette confiance était vraiment, nous a permis d'avoir après ça de la pérennité à long terme.
Euh, les choses qu'on a moins bien fait ou qu'on n'a pas pensé autant au début qu'on va ajouter dans nos prochains projets, c'est tout l'aspect euh, de sécurité physique, émotionnelle et d'avoir des aspects d'implantation qui vont s'assurer qu'ils sont représentatifs des besoins de chaque personne et non de chaque communauté. Donc, je vous donne un exemple, surtout justement avec COVID. Euh, Nous avons dû pivoter ou ajouter une différente façon d'aller livrer le programme. Donc, au départ, le programme était livré à distance dans des centres communautaires. Et avec COVID, on a dû ajouter une option livrer à distance dans vos maisons. Et ce qui a permis, selon nous, était juste pour le COVID, pour s'assurer que le programme continue et qu'il soit implantable et périn. Mais ce qu'on a appris après, en posant des questions justement lors d'entrevues semi-structurées, était que les gens trouvaient qu'il y avait une option. Ils pouvaient choisir qu'est-ce qu'ils préféraient. Il y a des gens qui voulaient justement s'assurer qu'ils n'étaient pas isolés pour se rendre en centre communautaire, mais il y a d'autres personnes qui se sentaient pas à l'aise et qui se sentaient plus en sécurité émotionnelle de leur maison. Donc, je pense penser aux besoins de chaque personne et ensuite de la communauté, c'est quelque chose qui est vraiment clé. Donc, Carl, je te laisse la parole. J'entends ici aussi, Jennifer, de toujours se positionner pour s'adapter à ce qui peut arriver pour pouvoir continuer à réussir, peut-être d'une autre façon. Puis comme Carl l'a dit tantôt, pour lui, et ça sonne un peu comme pour votre projet aussi, il y a des choses positives qui sont ressorties de cette adaptation-là qui a été nécessaire, là. Alors, Carl, si tu peux prendre une minute ou deux avec la même question pour qu'on se laisse au moins 5 à 8 minutes pour répondre aux questions des gens. Merci. Merci, Lise. Alors, les trois facteurs que je vois pour assurer la pérennité, on vient d'en parler, c'est d'abord, à mon sens, le besoin réel. On a vu que les besoins, ils ont évolué du fait du contexte et qu'en s'adaptant, en comprenant les situations spécifiques des personnels de santé et en leur offrant des modalités qui leur conviennent mieux, les choses ont changé. Mais de manière générale, à la base d'un projet, s'assurer qu'on propose un projet non pas parce qu'on a des ressources particulières, parce qu'on a une capacité, des capacités particulières, mais vraiment parce qu'on sait qu'il y a un besoin qui est tangible, qui est mesuré. Ça, c'est vraiment absolument essentiel. Et encore une fois, tout le travail de préparation avec la Société Santé en Français a été déterminant ici. Ensuite, des résultats mesurables, ne pas oublier de construire au fur et à mesure de l'évolution du projet ces statistiques pour pouvoir continuer à mettre en valeur le projet et convaincre de la nécessité de le continuer. Et puis l'engagement des partenaires, ça y contribue. Toujours assurer un engagement parfait des partenaires pour pouvoir assurer cette pérennité sur le long terme. Les défis, vraiment défis, on parle de choses très concrètes là, auxquelles je suis confronté aujourd'hui, c'est aussi, quand on parle de partenaires, c'est aussi ceux qui nous permettent de livrer les cours. Et j'avais pas forcément anticipé ça, c'est la fidélité des instructeurs qu'on peut avoir. On est dans un microcosme, pardon, j'ai été un petit peu, on a plein de personnes qui viennent un moment dans des organismes donner leur capacité et puis qui s'en vont parce qu'ils restent dans le pays pendant quelques mois et puis ou quelques années et puis ils s'en vont. C'est un enjeu particulier, je pense, des communautés francophones. Et donc, il faut s'assurer que quand on commence à travailler avec quelqu'un, comprendre quelles sont leurs aspirations personnelles, quelles sont leurs disponibilités personnelles sur le long terme, pour que eux-mêmes ne mettent pas en péril le projet sur le long terme. C'est une difficulté récurrente que j'ai eue. C'est pas je suis en plein dedans aujourd'hui. Il faut que je recrute à nouveau des nouveaux instructeurs. Quelque part, la
qualité du programme et le rayonnement du programme, il dépend aussi des instructeurs, évidemment. Et donc, quand un instructeur s'en va, c'est une mise en péril du projet et il faut essayer de trouver des. J'ai pas vraiment complètement la solution sur ce sujet-là. Il y a l'aspect compensation, évidemment, mais pas seulement. Mais voilà, ça passe par construire une marque, par construire une famille un petit peu autour de ce projet-là. Et là encore, tout ce qui a été fait avant dans les autres juridictions change nettement la donne. On peut en bénéficier en le mettant en valeur. Merci, merci Voilà, c'est beaucoup. bon. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Ça a été très enrichissant, cette discussion, je pense, pour moi, du moins, puis des informations très pertinentes qui ont été partagées. Je vous remercie pour votre ouverture. On va clore cette partie-là qui est le panel, puis Adam, si on pourrait passer avec les minutes qui restent, peut-être à voir s'il y a des questions. Bien sûr, Lise. Merci encore pour ce bel échange. Alors, puisqu'il nous reste juste quelques minutes, sans plus tarder, donc je passe aux questions. Nous avions une première question de Madame Saveria Caruso qui nous demande quelles recommandations avez-vous soumises? Comme cette question a été posée un petit peu auparavant, Saveria, si vous voulez prendre la parole pour nous expliquer mieux votre question. Attends, je vais juste vous ouvrir votre micro. Juste une seconde. Voilà, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Eh bien, en fait, c'est parce que je voulais savoir si vous aviez un rapport avec des recommandations, parce que je pense que ça serait vraiment intéressant de les avoir sous forme même de PDF, parce que, donc, pour la mise en œuvre de projets et la pérennité de projets, bien, c'est vraiment important. Puis, je pose la même question aux deux présentateurs aussi après vous, parce que si vous avez quelque chose, j'ai essayé de prendre des notes. Mais si vous avez quelque chose que vous avez écrit sous forme de petits rapports avec recommandations, je pense que ça pourrait nous aider quand on voudrait présenter des projets. Et comme surtout la partie, vous avez dit, il faut vraiment que la communauté soit vraiment impliquée, qu'il y ait cet engagement communautaire et tout le travail que vous avez fait avant pour justement que la communauté s'engage. C'est un travail important, puis vraiment, vraiment. Je trouve qu'il est vraiment clé. Alors, je suis contente que vous l'ayez mentionné. Et puis, donc, toutes les petites difficultés dans notre communauté francophone, entre autres, Carl, Stéphane, oui, parce que vous mentionnez que des fois, vous avez des instructeurs et ensuite, ils s'en vont. Alors, ces petits obstacles aussi que vous avez dû surmonter, ça peut vraiment nous aider. Alors, c'est ça que je voudrais savoir. Mais c'est excellent, hein, je dirais, excellent. Merci beaucoup. Merci, Madame Caruso. Euh, Moi, ça ne il n'y a pas de problème. Je pense que de partager bien le suivi, bien inclus. C'est un petit rapport de 12 pages qui était demandé à la prochaine interne. Lise, ça coupe un peu de ton côté, on n'entend pas très bien. Ah, ok. Je peux ajuster quelque chose ici. Alors, je voulais pas te couper la parole, Lise, mais j'en profite juste réagir sur ce que dit Saveria. Une chose que j'ai pas mentionnée et qui est essentielle, c'est que je participe aux communautés de pratique de Café de Paris. Et ça aussi, c'est un outil important pour pouvoir aller piocher des idées, partager nos expériences. Enfin, on parle de réseau, c'est vraiment le moyen d'aller pas travailler tout seul et d'aller éviter des écueils et trouver des idées. Donc, et j'y pense parce que ça va dans le cadre de cette communauté de pratique. Moi, j'ai fait des petites présentations qui peuvent peut-être alimenter. Lise, je serais ravi de les partager si ça peut, Mhm. si ça peut Merci répondre à beaucoup. tes questions. Est-ce que Je ça peux va bien peut-être pour le son? Vas-y, Jennifer. Je peux peut-être rebondir aussi avec la même chose que Carl. Nous aussi, on avait une communauté de pratique pour aider justement à engager et partager les ressources entre les provinces. Puis côté Saveria, pour votre question,
Évidemment, étant chercheur, on a publié des articles scientifiques, mais je les ai mis dans la boîte de cavardage pour tout le monde. Mais évidemment, un des premiers articles est exactement ce que vous avez posé comme question, là, comment adopter la mise en œuvre et la pérennité. C'est vraiment les données qui sont associées à ça qui pourraient possiblement vous aider. L'autre article est passé sur les recommandations face à l'équité en matière de santé dans l'implantation. Donc, il y a aussi un autre outil qui pourrait être intéressant. Merci. Super. Si vous pouvez nous envoyer vos documents, on pourra faire le partage avec le groupe. Merci Très, beaucoup. très approprié. Puis, il inclut le rapport, là. Nous, ça nous a donné des indices, surtout parce que c'était voulu d'être un document qui va informer la société sur l'appui qu'on peut donner dans le futur, qui serait un peu différente. Puis, de pouvoir, quand on appuie les promoteurs dans le futur ou les partenaires qu'on finance, qu'on puisse leur parler un peu de qu'est-ce qui a marché dans le passé, etc. Mais un plaisir de le partager avec vous. Merci beaucoup. Alors, je me permets de souligner qu'il est déjà 1 heure, mais si vous permettez, on va prendre encore 2 questions, si ça dérange personne. Donc, il y en a une de la Fédération des parents francophones. Je suis désolé, je n'ai pas le nom au complet qui s'affiche chez moi, qui nous dit: Bonjour, lorsque vous mentionnez que vous avez contacté 35 communautés, est-ce que ce sont 35 organismes communautaires? Sinon, pouvez-vous préciser? Oui, je pense que c'est pour moi cette question. Donc, c'était 35 organismes communautaires et non D'accord. communautés plus larges. 35 D'accord. organismes. Dans Merci combien de beaucoup. provinces? Dans 5 provinces. Merci. Merci pour ces précisions, Jennifer. Alors, une dernière question de Madame Félicité Nibogora qui nous dit: est-ce que la motivation de participation dans Café de Paris était basée sur une volonté personnelle ou bien l'autorité de santé y jouait un rôle? Je pense que c'est plus pour Karl, cette question. L'autorité de santé, elle a joué un rôle parce qu'elle était là pour justement promouvoir le programme à travers l'ensemble des autorités. On a 5 autorités de santé régionales dans la province. La motivation, je parlais de cette particularité de la Colombie-Britannique. Je suis sûr qu'elle existe ailleurs aussi, mais de cette francophilie qui est assez intense. Et c'est vraiment ce sur quoi on a capitalisé. Il y a le fait aussi que les programmes soient livrés gratuitement. On a arrêté de faire de la promotion au moment où on a arrêté avec Société Santé en français, donc en 2023. Depuis, on n'a plus fait de communication du tout parce qu'on avait déjà une liste d'attente importante et cette liste d'attente, elle continue d'augmenter. On a près de 200 participants, 200 personnes en liste d'attente aujourd'hui qui souhaiteraient bénéficier des programmes sans aucune communication. Donc ça marche plus que sur le bouche à oreille. Et ça, c'est des éléments évidemment facilement utilisables pour aller convaincre des bailleurs de fonds. Merci beaucoup, Karl, pour ces précisions. Alors, juste pour dire que la question précédente était de par la part de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et Labrador-Martine. Merci pour la précision. Nous arrivons donc à la fin donc de ce webinaire assez spécial. Merci encore à Karl et à Jennifer de nous avoir rejoints et à ma collègue Lise Richard, gestionnaire de la programmation de la Société Santé en français. L'enregistrement de toutes ces séances donc sera bientôt disponible sur notre site web. Et donc, toutes les personnes qui se sont enregistrées recevront le lien pour s'y connecter et pour le visionner. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau webinaire de la Société de santé en français. Pas tout de suite, mais plutôt à la rentrée. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, tout le monde.